Bonjour et bienvenue sur le plateau de Vibes. On espère que tout le monde va bien du coup. On est ravis de vous accueillir pour une nouvelle émission. On espère que tout le monde va bien, que ce soit les gens ici sur le plateau ou les gens qui nous regardent en live. On espère que tout le monde va bien. Tout à fait. Du coup, aujourd'hui, on reçoit deux invités qui vont nous parler du coup des coulisses du festival de la Chaise-Dieu. Du coup, au programme de cette émission, on pourra retrouver une discussion, du coup, une petite présentation de nos deux invités. Et ensuite, on va vous passer une petite vidéo, c'est l'after movie. Et après, du coup, on enchaînera avec les questions. On aura même une petite surprise pour vous à la fin. Est-ce que vous êtes prêtes ? Ah oui, prête. Oui. Du coup, j'aurai 3 petites questions pour vous présenter. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites comme métier au sein du festival ? Et comment en êtes-vous arrivé au festival ? Alors moi c'est Marion Servet, je suis directrice adjointe du Festival de la Chaise-Dieu et responsable des relations extérieures. Donc ça veut dire que je fais beaucoup de choses, mais particulièrement on va dire le mécénat et les partenariats auprès des entreprises. Comment je suis venue à travailler au Festival de la Chaise-Dieu ? Un peu par hasard. Puisque je travaillais déjà dans le mécénat et les partenariats du monde culturel. Et il se trouve que mes 2 anciennes maîtres de stage, le même jour, m'ont envoyé l'offre de poste qui est sortie pour ce poste au Festival de la Chaise-Dieu et m'ont dit « Marion, il faut que tu postules ». Ce que j'ai fait et je suis arrivée dans ce froid et doux pays. Et vous, du coup ? Alors, moi, c'est Agnès Souche. Je travaille pour le Festival de la Chaise-Dieu depuis 28 ans. Et actuellement, je suis chargée de communication. À l'arrivée de Marion au sein de l'équipe, il y a eu un petit remaniement et j'ai hérité de la communication. Donc, chargée de communication, c'est plein de choses, mais en particulier, je suis en charge de pas de la rédaction, mais en tout cas de tout ce qui est support de communication, brochures, dépliants, livres-programmes, affichage. Je m'occupe des campagnes d'affichage, etc. Donc, on est très, très occupés au festival. Très bien, du coup. D'accord, et bien ma foi, un programme bien chargé. Du coup, là tout de suite, on va passer à l'after movie. Donc, c'est une vidéo que vous avez préparée au sein du festival, enfin pour présenter le festival. Et du coup, on va regarder ça tout de suite et en parler juste après.
un très bel after-movie qui présente un petit peu tout le travail que vous avez fait sur le festival et également ce qu'on va pouvoir voir en 2025 qui va arriver. Alors du coup, racontez-nous un petit peu l'histoire du Festival de la Chaise-Dieu, d'où est-ce que ça vient et comment ça se fait. Alors, le Festival de la Chaise-Dieu a été créé officiellement, on va dire, le 25 septembre 1966. Quand on calcule bien, en 2026, on fêtera son 60e anniversaire. D'accord. Ça tient à un grand pianiste hongrois qui s'appelle Georges Xifra, qui était en vacances sur la Haute-Loire, qui a découvert la Chaise-Dieu tout simplement en faisant un périple en Haute-Loire. Il est rentré dans cette abbatiale absolument magnifique et j'allais dire presque grandiose. Il y a un grand orgue qui ne sonnait plus à l'époque, c'est-à-dire qu'il ne jouait plus, il était trop abîmé. Et en réfléchissant, il s'est dit qu'il fallait organiser un concert, ce qu'il a fait le 25 septembre. Et tout l'argent qui a été récolté ce jour-là a été remis pour la réhabilitation de ce grand orgue. Ok, d'accord, donc un lancement sur les chapeaux de roue finalement. Donc est-ce que vous auriez des chiffres un petit peu sur cette évolution, puisque ça date un petit peu et depuis ça a quand même vraiment grandi. Donc est-ce que vous avez un petit peu, pour nous donner un ordre d'idée des éléments? Mais bien sûr, beaucoup de chiffres, vous donnez, non, quelques chiffres. Alors j'ai fait quelques recherches au niveau spectateurs. Par exemple, en 1976, on avait à peu près 4000 spectateurs, ce qui était déjà très bien au bout de 10 ans. Oui. Aujourd'hui, on est à 23 000. D'où l'évolution, une très très belle évolution en effet. Je peux vous citer aussi les lieux de concert, c'est-à-dire qu'en 1966, il y avait un seul lieu, c'était à la Chaise-Dieu. Aujourd'hui, le festival rayonne sur le département et en dehors du département. Et aujourd'hui, on est à peu près entre 24 et 25 lieux. Je peux vous citer Brioude, Lavaudieu, Le Puy, évidemment Saint-Paulien. Mais le festival va un tout petit peu plus loin, puisqu'on va dans le Puy-de-Dôme, donc à Ambert par exemple. Et on va depuis 3 ans sur la Loire. Et je peux vous citer, par exemple, en 2024, on a été sur Montbrison ou sur Marle, qui est une petite commune limitrophe à la Haute-Loire. Je peux vous citer aussi qu'en 1966, il y a eu un seul concert, le 25 septembre. Et aujourd'hui, nous sommes à 33 concerts avec billetterie. Et on a pratiquement autant d'événements en accès libre. Des concerts gratuits qu'on appelle Génération Chaise-Dieu, mais on vous en parlera un petit peu plus tard. On peut vous citer des conférences, des auditions d'orgue, etc. Donc voilà un petit peu l'évolution, quelques chiffres du festival. Ma foi, ça fait énormément d'artistes finalement. Alors justement, comment est-ce que vous sélectionnez un petit peu les artistes qui vont passer à la Chaise-Dieu? Est-ce que vous vous concentrez principalement sur les plus connus? Vous gardez des ensembles que le monde connaît finalement? Et est-ce que vous intégrez aussi un petit peu des artistes émergents, des gens qui sont pas non plus sous les projecteurs, mais presque un petit peu? Comment est-ce que ça se passe? Alors, au niveau de la programmation et des artistes, c'est vraiment notre directeur général qui s'occupe entièrement de la programmation. Donc, qui sélectionne, en fait, que ce soit les orchestres, les solistes, les chefs et les œuvres qui sont jouées. Et on essaye d'avoir un bel équilibre, en tout cas un bon équilibre, entre des artistes qui sont très confirmés et des artistes émergents. Alors, les artistes très confirmés, c'est souvent des artistes qui sont très connus. On a accueilli en 2024 et on l'accueillera de nouveau en 2025 Renaud Capuçon et son frère Gauthier Capuçon, qui ont fait notamment la cérémonie d'ouverture à Notre-Dame de Paris il y a quelques jours, et ils sont présents au Festival de la Chaise-Dieu. Donc là, on est vraiment sur des artistes qui sont très confirmés, mais ça peut être aussi des orchestres nationaux, l'orchestre de Lyon, l'orchestre de l'Opéra de Lyon, l'orchestre de Metz Grand Est, l'orchestre de Lille également. Et sur les artistes émergents, en fait, on a la chance d'avoir des artistes confirmés du festival qui sont aussi professeurs dans des conservatoires et qui sont une très belle oreille qu'il faut écouter sur des artistes qui sont en passe d'émerger. Et du coup, voilà, qu'on accueille aussi parce que le Festival de la Chaise-Dieu, ça leur permet d'avoir une belle vitrine pour se lancer. Voilà. Et artiste émergent ne veut pas dire artiste moins bon ou moins compétent. Bien sûr. Oui, tout à fait, c'est évident. Du coup, alors pour gérer un petit peu, gérer toutes ces têtes, gérer également aussi votre organisation, les techniciens, également les bénévoles, combien de temps est-ce que ça vous prend de mettre en place justement tous ces spectacles, le festival ?
Si on prend vraiment toute la durée de la préparation d'un festival, en fait, ça dure à peu près 2 ans. En fait, on a 1 an où c'est le directeur général qui fait la programmation et qui ensuite nous passe le bébé pour faire le reste. C'est à peu près 1 an si on prend en compte tout ce qui est mise en place de la communication, partenariat, subvention publique, logistique, production, administration et les plannings aussi, qui sont un peu la dernière étape. C'est-à-dire quand on arrive au planning, on y est quoi. Ouais, voilà, ça. il faut pas que voilà. Mais ça prend, on va dire, 2 ans environ. D'accord, ok, très bien. Au niveau des spectateurs, cette fois-ci, qui va être le public cible globalement de votre festival ? En fait, le public, ça dépend de ce qu'on entend. C'est quel est le public qui vient et quel est le public qu'on tient à toucher. Notre public cible, en fait, il est aussi large que toute la population. On aimerait bien toucher, évidemment, tout le monde. Après, les spectateurs qui viennent au festival, en termes de situation géographique, notre premier public, c'est le public du Puy-de-Dôme. Okay. Puisqu'on est très proche en fait de Clermont, on est vraiment limitrophe en fait au Puy-de-Dôme. Notre deuxième public en termes de pourcentage, ça va être la Haute-Loire quand même. Et ensuite, on a le Rhône, donc tout ce qui est autour de Lyon, et les Parisiens, qui représentent quand même pratiquement 10% de la population cible du festival. Pourquoi ? Parce qu'il y en a aussi beaucoup qui ont des résidences secondaires sur le territoire. Oui. Donc c'est assez facile pour eux. Et après, en termes d'âge, notre premier public à hauteur de, on va dire, 60%, ça va être les plus de 65 ans, donc des retraités. Et on observe quand même une augmentation de la part des 25-40 ans, puisqu'on est à peu près 12% aujourd'hui de 25-40 ans, donc c'est bien. Il y a aussi un rajeunissement du public, c'est cool. qu'on essaye aussi de continuer avec des spectacles famille ou des spectacles jeunes publics, parce qu'on sait que les spectateurs de demain, en fait, ils n'auront pas 65 ans et plus. Ils auront plus entre 25 et 40 ans, voire encore plus jeunes. Voilà. Ça. Et du coup, moi, je vais rebondir juste à la question d'avant et vous demander, en fait, avec quel genre de professionnel vous travaillez autre que votre équipe en communication ? Alors, moi, je vais surtout parler au niveau de communication, forcément. En tant que chargée de communication, et Marion en tant que directrice adjointe et aussi en charge de la communication aussi, parce qu'on travaille en binôme toute l'année, tout le temps pratiquement, et voilà. Au sein, on a une agence graphiste qui est sur Paris. C'est eux qui nous réalisent le visuel de l'année, et à partir de là, toutes les déclinaisons qu'il existe, notamment du coup, vous nous avez ramené un livre. Le livre-programme, qui est le dernier gros support que nous sortons au mois d'août, qui est un, comment dirais-je, le livre, la Bible des spectateurs, puisque il y a tout le programme détaillé avec les chants, la note de programme, etc. Mais ça va bien plus loin, évidemment. On sort une brochure qui est distribuée à notre public privilégié, un dépliant, etc. Donc, l'agence graphique est vraiment un élément important comme prestataire. On a aussi une agence de presse parisienne, c'est-à-dire qu'elle gère cette agence uniquement la presse nationale, parce qu'il faut vraiment être sur place pour être en lien avec les journalistes, la presse régionale, la presse nationale, quotidienne, les spécialisés, etc. On a aussi des prestataires en matière d'achat, d'affichage, achat d'espace, etc. Donc, on est vraiment entouré de beaucoup de professionnels, en tout cas au niveau de la communication. Et de manière générale, au niveau logistique, puisqu'on travaille avec des hôteliers, avec des restaurateurs, avec des agences de transport, avec également JL Evans, qui est en fait une boîte de vidéo, son, lumière, etc. Donc très technique au niveau des concerts. Mais de manière générale, en fait, on a énormément de prestataires. En fait, on ne pourrait pas tous les citer, parce que faire un festival pour 23 000 festivaliers accueillis, avec plus de 1000 artistes accueillis chaque année, 7 permanents, c'est très peu. Oui. Voilà. On comprend bien, avec tout ce monde, du coup, vous avez une gestion de la logistique qui doit être énorme. Et comment, du coup, vous arrivez à passer ce défi quand même dans une région assez rurale
là où vous êtes? Alors, faut pas se mentir, le fait de travailler pour un festival à la Chaise-Dieu, c'est vraiment pas le plus simple. C'est-à-dire qu'on a d'autres festivals qui peuvent nous ressembler, qui font de la musique classique dans des lieux patrimoniaux, il y en a d'autres, mais souvent ils sont en cœur de ville, ou en tout cas très proches d'une grande ville. Et nous, la Chaise-Dieu, c'est un peu plus compliqué. Donc ça veut dire qu'on a la chance d'avoir des artistes qui souhaitent bien venir à la Chaise-Dieu, puisque ça leur prend pas souvent une journée, ça prend un peu plus de jours. On a la chance d'avoir un partenaire hôtelier au Puy qui a même d'accueillir les artistes. Mais la plupart du temps, on va pas se le cacher, les artistes, ils logent soit à Saint-Étienne, soit à Lyon. Ils font l'aller-retour sur la journée, ils reprennent l'avion le lendemain très tôt. Voilà, donc c'est sûr que ça n'ajoute pas de la simplicité. Ça n'ajoute pas de la simplicité, mais en même temps, quand on arrive à la Chaise-Dieu, on est dans un lieu qui est un peu reculé et qui fait un peu la magie du festival aussi. C'est ça. Et du coup, est-ce que vous gérez d'autres événements que le festival en dehors de cette période, ou alors c'est vraiment votre événement de l'année Alors, le festival donc, qui se déroule la dernière quinzaine d'août est le gros événement de l'année pour nous, mais pas que. En 2016 a été créé un système de résidence. On reçoit des petits ensembles, trios, quatuors, qui viennent en résidence une semaine. Alors, c'est à peu près, on a 4 événements par an, donc ce qui fait à peu près un par trimestre. Il reste une semaine. La plupart du temps, c'est à la Chaise-Dieu. Donc, ils travaillent des œuvres. Et en fin de résidence, ils font un rendu, il y a un concert. Et pour la petite histoire, ce dimanche qui arrive, le 15 décembre, donc on a accueilli un trio là cette semaine qui a travaillé et qui fera un rendu dimanche à l'auditorium. Donc à 16h30, vous êtes tous les bienvenus pour ce concert avec notamment un trio de Ravel. Ça va être magnifique. Voilà. Très bien, la pub est passée. Voilà. Le hasard a fait que. C'est nickel. Rien n'est préparé. Alors du coup, on a vu que vous organisiez des événements un petit peu tout le long de l'année, et du coup avec ce week-end un spectacle. Du coup, vous avez aussi également parlé que vous essayez de toucher une cible de plus en plus jeune, puisque c'est un petit peu l'avenir des spectateurs de la Chaise-Dieu. Donc comment vous vous y prenez pour que ces jeunes gens viennent ? Les réseaux sociaux. On va parler plutôt des réseaux sociaux. Puisque du coup on est présent sur Facebook, Insta, on essaie de mettre des vidéos sur YouTube aussi, on est présent sur Twitter. C'est une cible qui est un peu différente parce que là on n'est pas sur du jeune public. Il faudrait très honnêtement qu'on soit sur TikTok, mais on est un peu passé de génération pour TikTok, donc voilà, mais on y réfléchit. Et après il y a aussi pour toucher des cibles plus jeunes, il y a les concerts, jeunes publics, famille, etc. Et enfin il y a aussi le visuel, parce que quoi qu'on en dise, un visuel jaune vif avec du rouge, etc., ça attire peut-être des yeux, on va dire, plus jeunes ou plus avertis, et le visuel de l'année prochaine sera encore plus jeune, et on va dire ça comme ça. D'accord, et du coup, ça c'est votre superbe alternante qui s'occupe de faire ce genre de choses, ou... Alors, les réseaux sociaux, oui, tout à fait, puisqu'elle a mis en place un calendrier de l'Avent. Donc, deuxième page de pub, vous pouvez retrouver du coup sur notre page Facebook Festival de la Chaise-Dieu un calendrier de l'Avent avec des extraits du festival de cette année, du coup en vidéo, une par jour. Ça vous donnera un aperçu de ce qu'est le Festival de la Chaise-Dieu. Mais oui, on a la chance d'avoir une alternante. On lui a pas encore parlé de TikTok. Ça va venir du coup. Mais je pense qu'elle serait ravie de faire du TikTok. Aurore, tu peux noter dimanche, on va commencer à en parler. Et du coup, pour organiser ce genre d'événement, il vous faut des partenaires. Est-ce que c'est des partenaires plutôt institutionnels ou des partenaires privés ? Les deux, mon capitaine. On est soutenu par les partenaires publics. Notre premier financeur, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, suivi par l'État, la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, Auvergne-Rhône-Alpes, ensuite le département de la Haute-Loire, la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, et après toutes les communes aux alentours qui nous soutiennent aussi à chaque fois qu'on fait un concert chez elles.
Ça, c'est la partie publique. Vu la situation économique actuelle, ne nous le cachons pas, les partenaires publics, même s'ils sont présents et ils sont absolument indispensables à la tenue du Festival de la Chaise-Dieu, ne suffisent pas ou plus. Okay. Et c'est pour ça qu'on a un réseau de partenaires privés qui est assez important, dont je suis très fière, parce qu'il y a une très belle fidélité de nos partenaires privés au Festival de la Chaise-Dieu. C'est un vrai public, un vrai plaisir de les retrouver chaque année. Et on a à peu près une quarantaine d'entreprises partenaires. Ça va d'un soutien de 80 000 € à des soutiens en nature. Mais ça fait, on va dire, 30 à 35% du budget du festival. Très voilà. bien. Après, ça, je peux vous en parler pendant 1 heure, mais c'est peut-être pas le but de l'émission. Ça ramènera encore plus, du coup, de partenaires. Est-ce que, parce que vous nous avez parlé du 60e... du 60e anniversaire de l'édition. Est-ce que vous avez du coup déjà réfléchi à savoir comment ces futures éditions vont se passer? Est-ce que vous avez des ambitions? Est-ce que vous pouvez nous en parler ou pas du tout? Des projets titanesques à venir. C'est ça. Vous en parlez, il est un tout petit peu tôt. Alors évidemment, des idées, on en a toujours, surtout en communication. Oui. Et le directeur général qui est en train de travailler sur la programmation, et d'ailleurs il a fort bien avancé, alors on ne va pas dire qu'elle est terminée 2026, mais on a déjà les grandes lignes. De là à vous en parler, il est un petit peu tôt, parce qu'on va commencer par faire le festival en 2025, oui. Et après, voilà. On verra. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un anniversaire, ça sert à la fois à se rappeler des 60 années qui sont passées, et d'imaginer ensuite les 60 années qui vont venir. C'est ça le but d'un anniversaire. Donc le passé pour construire l'avenir, ou l'avenir en s'appuyant du passé. Ça sera un peu le thème de ce 60e anniversaire du Festival de la Chaise-Dieu. Très bien. Et du coup, pour finir cette interview, on a une petite surprise pour vous. Il y a quelqu'un du coup qui voulait vous poser une question. Une petite question surprise. Donc c'est parti. Salut les filles, comment ça va? C'est Aurore, votre alternante préférée. Donc j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous pouvez nous partager une anecdote ou un moment inoubliable des précédentes éditions? Salut, à la prochaine! Elle est trop mimi. Et du coup, elle vous demandait si vous avez une petite anecdote à nous raconter. Je commence. Alors, c'est une anecdote liée à un concert qui s'est déroulé en 2012. Alors, nous donnions Elias de Mendelssohn. C'est un oratorio avec soliste, chœur et orchestre. Et donc, à la fin de la première partie, le chœur et les solistes chantaient un air très, très puissant à la gloire. Alors, c'était je ne vais pas faire toute l'histoire, mais c'était à la gloire de Dieu et qui demandait que la pluie tombe sur la terre. Et à ce moment très, très précis, mais vraiment précisément, un orage a éclaté. Oh. La pluie s'est abattue contre l'abbatiale et contre les vitraux, et un éclair a illuminé toute l'abbatiale. Et alors peut-être que peu de personnes s'en rappellent, mais en tout cas moi j'étais présente dans l'abbatiale et ça a donné une amplitude et une ampleur au concert peu imaginable, parce que comment arriver à allier la musique au temps qu'il fait et à un orage tel que ça s'était produit, je pense que ça n'arrive jamais. Donc c'est un moment plein d'émotions et qui reste gravé dans ma mémoire en tout cas. Moi j'en ai deux, donc je vais rebondir sur celle d'Agnès, parce que du coup c'est aussi l'histoire d'un orage. Il se trouve que toute l'abbatiale est équipée pendant le festival exactement comme sur ce plateau en fait, mais en 10 fois plus grand, etc. Et un orage a éclaté et en fait a coupé tout le jus dans l'abbatiale. Ah oui, voilà. Donc, compliqué. Il se trouve que 30 secondes avant, l'entracte avait sonné. Donc tout le monde était en train de sortir. Donc l'orage éclate, tout se coupe, et là moi je vois les techniciens courir de partout, un peu affolés, et qui me disent fais durer l'entracte, fais durer l'entracte, fais durer l'entracte. On a fait durer l'entracte le maximum qu'on pouvait, mais en fait au-delà de 35 minutes on peut pas vraiment. Et donc au bout de 35 minutes on a croisé les doigts, on a dit va falloir y aller pour la deuxième partie, et tout était remis en ordre. Oh là là. Donc ça, voilà, on a des techniciens qui sont assez incroyables. Oui. Et la deuxième anecdote, elle est un peu moins rigolote. Enfin, elle n'était pas rigolote sur le coup cette anecdote, mais justement pour installer toute cette
l'installation technique, on a besoin de ce qu'on appelle une nacelle. Donc en fait, c'est comme un chariot élévateur en fait, qui permet d'installer les lumières, etc. Et donc le 14 août, c'était il y a 2 ans, je crois, le 14 août après-midi arrive la nacelle qu'on avait dû changer puisque notre prestataire antérieur en fait, avait vendu sa nacelle. Ok. Bref, la nouvelle nacelle arrive et on se rend compte qu'elle ne rentre pas dans la nacelle. Ah, d'accord. Voilà, et nous sommes le C'est 14 super. août et en fait en 1 heure, on est obligé d'appeler tous les prestataires possibles et inimaginables du coin en sachant que le lendemain c'est le 15 août et que c'est férié et que peut-être il n'y a pas de nacelle de prête purée. et on a trouvé. Oh, le coup de pression. Oui, c'est un peu Purée. ça. C'est ça. Et voilà, c'est dans ces moments-là qu'on se met dans une bulle pendant le festival de la Chaise-Dieu et qu'il y a beau avoir 150 bénévoles qui sont autour de nous, on leur dit non, là j'ai besoin d'1 heure. C'est ça. Il n'y en a jamais assez, je pense. Voilà. Oui. Mais en tout cas, on pourrait raconter des dizaines et des dizaines et des dizaines d'anecdotes. C'est ça qui fait la beauté aussi du festival de la Chaise-Dieu et qui fait les souvenirs. Mais on est tellement dans une bulle aussi que souvent, quand le festival s'arrête, on se dit « j'ai pas assez profité ». Jamais. On ne profite jamais assez. Jamais. Ah bah. Mais on vit un événement, au cœur d'un événement, on est dans une bulle pendant 10 jours. Alors 15 jours avec la préparation. Et on vit des moments merveilleux. Oui. Alors parfois, oui, en effet, on ne profite pas assez, mais on a une chance inouïe de travailler. Enfin, en tout cas pour ma part, et je pense que j'englobe Marion avec moi, mais on a la chance de travailler pour un événement magnifique. Et on a toujours hâte de découvrir la prochaine programmation, même si ça demande un tout petit peu de temps, mais on a déjà hâte d'être au mois d'août en 2025. On a la chance de travailler pour donner du plaisir aux gens. Et je crois qu'il n'y a pas de plus beau métier au monde. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Et du coup, c'est la fin de notre émission. On va devoir se dire au revoir. C'était un plaisir de vous accueillir. Oui, merci beaucoup à vous deux. Ouais, on vous Plaisir remercie. partagé. Merci à vous. Travaillez bien, continuez bien. parce que Merci. C'est très beau de travailler dans la communication. Merci. Merci beaucoup. Et on remercie du coup toutes les personnes présentes sur le plateau et toutes les personnes qui sont en live. On vous remercie pour tout le soutien que vous nous apportez. Et, Voilà, moi je voulais rajouter que je remercie Tatiana de la Compta, ainsi que Kimberley, pour ceux qui savent, et enfin l'hôtel Fukushimi. Merci à vous tous, merci. ça fait beaucoup de au plateau. dédicaces. Là. Oui, mais je dédicace beaucoup de gens, moi. C'est ça. Bah, merci beaucoup. Dédicace à toute ma famille qui regarde. Merci du soutien.